Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, quand la parole détruit, avec Monique Atlan et Roger-Paul Droit. Toute parole a des conséquences. Elle construit ou détruit. Elle n'est jamais sans aucune importance, aucun poids, aucun effet. Presque toutes les traditions du monde l'affirment. Nous l'avons presque oublié. Nous n'y pensons plus. Bonjour Monique Atlan, bonjour Roger-Paul Droit. Bonjour. Monique Atlan, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste. Roger-Paul Droit, vous êtes philosophe, écrivain. Vous êtes venu il y a quelques mois nous parler des philosophies du monde. Et vous revenez tous les deux pour nous parler de votre dernier livre, un livre saisissant, dans tous les sens du terme, dont le titre est « Quand la parole détruit », paru aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi, Monique, pourquoi Roger-Paul, écrivez-vous que nous avons oublié la puissance de la parole? Écoutez, on en voit tous les jours les effets de cette parole oubliée, puisque inutile de vous faire un dessin en plein conflit sur la réforme des retraites, en pleine violence qui s'exacerbe au sein même de l'Assemblée nationale, dans les rues, quand tous les faits divers dans l'actualité nous parlent de harcèlement scolaire, conjugal, raciste, quand on est confronté à la culture du clash, ce qu'on appelle la culture du clash, c'est-à-dire une sorte de débat réduit aux options les plus primaires, les plus binaires, les plus archaïques. Effectivement, quelque chose se passe qu'il faut questionner. Il n'est pas du tout pour nous question de faire la morale aux gens et de commencer à dire comment on parle bien ou comment on parle mal, mais il est surtout question de réfléchir ensemble sur ce statut de la parole, ce que signifie parler, ce que ça engage de nous-mêmes, ce que ça engage de notre rapport à l'humanité. Mais alors, cette puissance de la parole, cette puissance destructrice, mais aussi cette puissance, on va le voir, constructrice, vous dites qu'on l'a oubliée, et en même temps, alors là, je vais vous embêter un peu, mais en même temps, vous dites on n'a jamais été tellement dans l'invective, dans l'insulte, et bon, il suffit de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, effectivement. Donc, finalement, les gens n'ont pas oublié cette puissance de la parole, puisqu'ils l'utilisent plus que de raison, d'une certaine façon. Oui, mais c'est ça qu'on a essayé justement de comprendre. C'est ça qu'on a essayé de comprendre. C'est-à-dire que le paysage de la haine triomphante, on le connaît maintenant tous, on sait à quel point il y a un déversement comme ça d'insultes, d'invectives, d'injures sur les réseaux sociaux, comment les tensions s'exacerbent. Enfin bon, tout le monde sait cela. Mais on a voulu essayer d'une certaine manière de passer derrière ce paysage apparent, en nous demandant finalement la parole, de quoi est-elle constituée véritablement? Quel est son rôle dans nos interactions humaines? Est-ce qu'elle n'est pas finalement le socle fondateur de l'humanité? Et est-ce que nous ne sommes pas en train d'oublier ce super pouvoir qui est le nôtre, en disant finalement la maxime de l'époque, d'une certaine manière, ce serait « je dis ça, je dis rien ».
Vous voyez, c'est-à-dire à la fois affirmer quelque chose de façon directe, puissante, et la parole se libère, tout le monde peut parler, mais en même temps... Tout le monde le peut techniquement aussi. On le peut techniquement, mais oui, tout le monde peut se faire entendre. C'est un changement absolument, effectivement, vertigineux, que chacun puisse, d'où il est, s'adresser d'une certaine manière à tous via Internet, mais aussi, c'est accompagné d'une espèce de désinvestissement, de déresponsabilisation. Moi, je dis ça, mais peu importe. Voilà. Disons qu'il y a une sorte d'équilibre qui s'est rompu parce qu'on n'est pas naïf. La médisance, la violence, l'insulte ont toujours existé. Mais il y a comme un équilibre qui s'est rompu. La parole, parce qu'elle est humaine, est par définition ambivalente, capable de consoler, d'aimer, de construire, tout comme elle est capable de blesser, de détruire, de tuer. Mais il semble que quelque chose, en raison d'abord de la quantité de messages qu'il est possible dorénavant de diffuser, il y a une sorte on a l'impression que plus on parle, moins on parle. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que plus on parle, c'est pas seulement un phénomène quantitatif, plus la parole elle-même semble s'évider de sa puissance, de sa force, de son sens, de son contenu. Et c'est ce point-là qui est alarmant. Effectivement, qu'est-ce qui fait que cet équilibre-là s'est rompu entre paroles négatives, toxiques, et paroles consolatrices, constructrices. C'est ce point-là qui nous a intéressés. Alors, vous faites une différence, Monique, Roger Paul. Je rappelle que votre livre, Quand la parole détruit, aux éditions de l'Observatoire, vous faites une différence, quelques secondes de pédagogie entre langue, langage et parole. Alors, le langage, c'est la faculté humaine de relier des signes avec des sens. Que le signe soit des sons de la langue, ou bien des graphismes de l'écriture, etc. C'est ça, le langage, c'est cette faculté humaine de lien entre signes et sens. Et puis une langue, c'est celle dans laquelle nous avons été élevés, la langue maternelle, dans laquelle on baigne et avec laquelle nous avons découvert le monde. Et la parole, c'est finalement ce que chacun, pour dire ce qu'il a à dire, fait de la langue où il vit. Et le point central, c'est finalement que ces paroles sont toujours finalement inventives aussi. On peut dire des choses qui n'ont jamais été dites jusqu'à présent. Je peux, avec mon petit stock de vocabulaire, même s'il n'est pas fantastique, inventer des phrases nouvelles. Et cette création permanente est aussi le lien d'un échange entre nous. Vous voyez, on ne parle qu'à des gens qui nous parlent, qui nous répondent, que l'on écoute, et que normalement, on devrait écouter pour garder le lien humain qui fait l'échange. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est probablement la rupture à laquelle nous sommes en train d'assister, c'est que, bien sûr, on parle de plus en plus, mais chacun commence à ne plus parler qu'aux gens qui sont d'accord avec lui, à ne plus écouter ceux qui disent autre chose, à vouloir les faire taire ou les écarter. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui est une rupture de ce qu'est la parole elle-même, qui est toujours interaction. On met au début de ce livre une phrase de Montaigne qui dit, me semble-t-il, l'essentiel: « Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole. » Et si on commence à ne plus tenir les uns aux autres ainsi, c'est-à-dire à parler à ceux qui sont d'accord avec soi, parler tout seul, et ne plus écouter, ne plus répondre et vouloir effacer ou tuer symboliquement ou réellement ceux qui disent autre chose, alors là, il y a une rupture. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un retournement. La parole, qui est un outil de lien, d'échange, d'interaction, devient un outil de négation de l'autre, en fait. C'est-à-dire que c'est surtout l'idée qu'on n'accepte pas l'idée de la réplique. On finit par attaquer les gens, non pas sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils sont. Et donc, ça amène
insensiblement à une exclusion totale de l'autre en tant qu'autre, en tant qu'il dit des choses différentes. C'est le but recherché, c'est l'élimination du contradicteur, comme ça on n'a plus de contradiction. Absolument, oui, mais à partir de là, on se retrouve désespérément seul. Ouais. Seul avec effectivement cette absence de lien aux autres qui fait le tissu d'une société, qui fait le tissu du monde. Et c'est ça qui est un danger, parce que finalement, ça fait boomerang. Et il y a un constat de désespérance dans nos sociétés contemporaines qui sont, je crois, liés à cette tentation d'une haine tout à fait décomplexée, d'un effet de meute que permet le virtuel. Parce que là, on se fond dans l'anonymat du virtuel qui part en chasse, en meute, et qui va même parfois jusqu'au lynchage. On a vu des cas de lynchage médiatique. Bien sûr, vous donnez des exemples d'ailleurs dans votre livre. Et effectivement, on s'oublie en oubliant l'autre, et ça fait boomerang sur soi-même, parce que oui, la question, c'est de savoir, mais alors, on fait quoi si on ne parle plus qu'à soi-même ? Oui. Donc, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas vu, c'est-à-dire qu'il y a une fragilité contemporaine de l'exposition de soi-même en permanence, c'est-à-dire on se pense de plus en plus souvent expert en tout. On peut parler sur tout, souvent sur rien d'ailleurs, mais sur tout, et un pas de plus est fait et on s'érige juge de tout. En dissolvant les intermédiations, les institutions, les assemblées, la presse, la justice, les députés, les syndicats, tout ça devient entrave à l'expression de soi. Et en quoi, Roger-Paul Droit ou Monique, il faut peut-être revenir au côté constructeur de la parole pour bien comprendre aussi son côté destructeur, c'est-à-dire qu'elle est particulièrement ambivalente, c'est une espèce de Janus, de biface, qui fait qu'elle est aussi destructrice que constructrice, justement parce qu'elle a cette puissance. Dans la Bible, par exemple, la puissance de la parole est énorme. La création est basée sur la parole. Bien évidemment, c'est en parlant que Dieu crée le monde. Et le terme même en hébreu qui dit la parole, c'est davar, c'est aussi la chose. Il y a la dissociation entre mots et choses, d'une certaine manière, n'existe pas en hébreu. Et il y a cette idée profonde que parler, c'est agir, que la parole est un acte. Et il y a de nombreuses analyses philosophiques contemporaines de cette parole comme acte. On ne doit pas oublier que ce que nous disons, en positif ou en négatif, en constructif ou en destructeur, est porteur, finalement, de conséquences. Voilà. Et de conséquences réelles. Le harcèlement... on voit 800 000 gosses aujourd'hui en France qui sont l'objet de harcèlement scolaire, eh bien ça blesse, ça touche, ça déprime, ça peut conduire au suicide. Ce sont des cas au départ qui ont l'air banals, c'est là-dessus que l'on a voulu insister aussi. Au départ, on est toujours finalement en train de dire de petites choses que l'on croit drôles, des petites méchancetés, mais des moqueries. Et finalement, c'est l'ensemble de tous ces petits ruisseaux qui font de la haine. Ou qui peuvent faire aussi, positivement, de la construction. Si vous voulez, nous ne cherchons pas du tout... En fait, on se construit à partir de la parole, positivement ou négativement. Quand on te dit « tu es idiot, t'es moche », etc., à longueur de journée, évidemment, on peut se construire autour de ça. Bien sûr, on peut se construire difficilement autour de ça, on se construit plus positivement. Bien sûr. On a fait 1000 expériences en ce domaine. Si l'on dit à un maître d'école, un instituteur, que tel et tel élève est brillant, il va l'intérioriser et il va finalement donner plus confiance à ces enfants-là qu'à d'autres. C'est-à-dire que les images et les idées que les autres se font de nous, nous les intériorisons et bien évidemment nous nous construisons avec. Et des mots positifs
peuvent finalement non seulement réparer, mais aussi construire. Je crois que c'est pas pour rien que la tradition juive insiste de façon incroyable sur ce qui est nommé comme le lachon hara, la langue du mal. Et c'est très frappant de voir à quel point on la considère comme sans pardon, cette mauvaise langue. Elle est elle est plus grave que le meurtre, que l'idolâtrie, que l'adultère. Comme les humains sont censés être des âmes parlantes, hein, c'est le terme même, effectivement, ce qui est dit, c'est que la vie et la mort sont dans la main de la langue. Et la main, c'est pas par hasard si ce mot-là est choisi, c'est-à-dire qu'il y a une mise en acte. Parce qu'il y a effectivement l'idée que soutient à juste titre, et il a 1000 fois raison, le linguiste Alain Bentolila, quand il dit « quand les mots manquent, alors on cogne ». C'est absolument vrai. L'absence de langue, de langage, amène insensiblement à la violence. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la langue elle-même et la parole elle-même ne peuvent pas tuer. Oui, les mots peuvent tuer. On en a eu des exemples. Le manque de mots peut tuer et les mots peuvent tuer. Voilà. Aussi, ouais. Et on en a eu des exemples dans l'histoire du XXe siècle. On cite évidemment le génocide des Tutsis comme la Shoah. Ce sont d'abord des expériences autour de la langue avant d'être une mise en acte de mort. Alors ça, vous le dites très bien dans votre livre, c'est un de ces aspects passionnants, il y en a beaucoup, et c'est que vous expliquez bien comment, finalement, c'est par un changement au début assez ténu de la langue que peu à peu, on institue des idées, puis des délires, d'une certaine façon. Ça a été le cas des Tutsis, etc. C'est le cas exactement de la Shoah, avec toute une idéologie allemande, si on peut dire, qui est partie de la langue au XIXe siècle. Qui est partie et qui s'est évidemment encore renforcée. On a commencé à tuer les Juifs par la langue. Oui, absolument. Et c'est Victor Klemperer qui montre cela de façon... Il a vécu lui-même la persécution, il écrivait comme linguiste les modifications qu'il observe de la langue du Troisième Reich. Et il montre d'une manière absolument admirable, parce que ça, il faut absolument lire ses travaux, il montre comment ça n'est pas seulement par une sorte de propagande qui martèle des slogans, qui porte sur la vindicte sur les Juifs, que s'est propagé le nazisme, mais beaucoup plus aussi par des petits changements du vocabulaire qui n'ont rien à voir apparemment. Ainsi, il montre par exemple que le mot fanatique, qui, depuis le siècle des Lumières, est très péjoratif, quelqu'un qui est aveuglé par une croyance irrationnelle, le mot fanatique devient, dans le vocabulaire du Reich, synonyme de héroïque, résistant, affirmatif. Nos soldats ont opposé une résistance fanatique aux ennemis. Ça veut dire qu'ils étaient très courageux. Vous voyez. Et dans toute une série comme ça de petites modifications de la langue, c'est un meurtre de masse qui se prépare. Oui, parce qu'on finit par baigner dans un bain. Et ça, c'est vrai que quand on se pose la question de savoir... On dit un certain nombre de choses, etc. Ça n'a pas grande importance, mais c'est vrai que, et là le cas du nazisme le montre, du nazisme et de son héritage de la philosophie du 19e siècle et du fait qu'on a redécouvert l'Inde, les Aryens, les pseudo-Aryens, etc. Et peu à peu, on finit par baigner dans un bain et les gens finissent par devenir antisémites sans s'en apercevoir d'une certaine façon, ou sans en avoir conscience. Comme si ça apparaissait... C'était la science qui parlait, quoi. C'était comme si c'était la science qui parlait, mais aussi comme si, à travers toute une série d'évidences, le fait que Klemperer, qui lui avait épousé une Allemande, donc une Aryenne, et il explique comment alors qu'il est destitué de son poste à l'université, qui travaille dans une usine, une de ses collègues, apprenant que sa femme est malade, lui offre une pomme, mais se demande comment, lui, qu'elle considère comme
un sous-être humain est marié à une Allemande aryenne. Et il comprend d'une certaine manière que cette femme du peuple qui n'est pas profondément antisémite de façon virulente, a été d'une certaine manière immergée dans un bain de langue permanent, quotidien, etc., où l'être juif devient un sous-être plus proche de la vermine ou que de l'humanité. Et il y a la même chose, mutatis mutandis, mais la même chose dans le génocide des Tutsis dans les années, la fin des années 80. C'est-à-dire qu'il y a une population qui a été peu à peu parlée. Et par la radio. Ouais. C'est très important, je crois, de comprendre que les massacres de masse du XXe siècle, et même les totalitarismes modernes, sont le couplage d'une vieille parole négative, évidemment destructrice, très ancienne et qui n'a pas attendu la technique, avec des moyens de communication de masse. Il n'y aurait pas eu le nazisme sans la radio. Il n'y aurait pas eu non plus, mutatis mutandis, les Tutsis, le massacre des Tutsis sans la radio d'Émile Colline. C'est très important parce que c'était une radio d'abord, au Rwanda, une radio de musique, entraînante, drôle, avec des blagues. Et des blagues sur ces espèces de cancrelats qu'étaient les Tutsis, qu'il allait falloir désinfecter, débarrasser, nettoyer. Et l'ensemble de cette propagande, c'est une déshumanisation qui a l'air finalement au départ assez innocente. Voilà. C'est drôle, on rit, on écoute de la musique et ça fait 800 000 morts à la machette en quelques mois. C'est que peu à peu il y a un entraînement voilà. Et vous avez le pire massacre de masse. Mais alors pour sauver la radio, quand même l'appel du 18 juin aussi du général de Gaulle a été donné à la radio. Ce que je voulais ajouter tout de suite, c'est que quand même, avec tout ce qu'on dit, il n'est pas question pour nous de diaboliser la technique. La technique n'est que ce qu'on en fait, nous les humains. Donc, si vous voulez, évidemment que les moyens techniques peuvent déployer des fantasmes de mort, mais ils peuvent aussi créer des élans de solidarité, créer des moments de construction. Donc pour moi, c'est très important de préciser ça parce que effectivement, on dit actuellement que les algorithmes peuvent manipuler aussi les opinions, ce qui est sans doute assez vrai. Il n'en demeure pas moins que nous demeurons des êtres conscients et que nous pouvons décider d'emboîter le pas ou de refuser cela. Donc, au bout du compte, la responsabilité est toujours du côté de l'être humain. Et ce que je voudrais rajouter à ce qu'a dit Roger Paul, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on décrit, cette novlangue, au fond, qu'a décrite très bien George Orwell, n'appartient pas du tout au passé. Elle est toujours possiblement contemporaine. Il n'y a pas de vaccin contre la novlangue et le langage totalitaire. Donc c'est pour ça qu'il est très important. C'est la réinvention d'un langage pour essayer de faire plier le monde à sa nouvelle vision. Voilà. Quoi, je pense qu'il y aura toujours dans le monde une tentation de cet ordre-là. Toute la question, c'est de savoir si on récupère une sorte d'éveil et de vigilance sur ce que représente la parole pour se confronter et refuser cela. Alors, justement, sur cette novlangue, il y a un passage dans votre livre vous avez une interprétation absolument lumineuse, je trouve, de la tour de Babel. Où vous dites finalement ce qui était en cause, c'est pas du tout que Dieu a voulu que les hommes ne se comprennent plus. Au contraire, c'est qu'il y avait une perversion ou une perversité de la langue que les hommes avaient instituée et qui devenait d'une certaine façon un instrument d'oppression. C'est bien ça ? Écoutez, oui, c'est au fond plutôt l'idée du multiple, de la diversité des langues contre une servitude acceptée. Oui, alors ça c'est très fort. En fait, j'y avais pas pensé. Oui, parce que d'habitude, effectivement, voilà, on dit le contraire. Oui. On lit le mythe de Babel comme
la rupture d'une sorte d'unité qui était une unité positive, et puis la séparation de la multiplicité des langues qui crée un obstacle à la communication et à l'unité du genre humain. Ça, c'est la lecture habituelle et la version, si j'ose dire, dominante. Et puis, c'est... Notamment Beno Gross. C'est Beno Gross, oui, Benjamin Gross, qui a effectivement lu le mythe tout à fait différemment. La construction de la tour de Babel suppose un langage, d'une certaine manière, autoritaire et unifié, qui est un langage totalitaire. Et qui est un langage de la soumission, de la servitude, de l'uniformité. Pour construire, il faut empiler les briques et il faut être soumis d'une certaine manière à une parole unitaire et dictatoriale. Et c'est contre cette parole unitaire et dictatoriale que la diversité soudaine des langues dans le mythe de Babel réinstaure au contraire de la communication, de la diversité, des différences, du dynamisme possible de l'humain et des dialogues. Ah oui, parce que c'est très étonnant et en même temps très vrai. C'est-à-dire que pour se parler, il faut être différent. À la limite, la diversité des personnes, donc la diversité des paroles, et même la diversité des langues est justement au cœur de l'échange, Si tout le monde se ressemble, à la limite, il n'y a plus aucune raison de parler, il n'y a plus aucune raison de communiquer. C'est Georges Gursdorf, le philosophe qui a écrit sur le thème de la parole dans les années 50, qui disait « La parole n'est pas d'un, mais de plusieurs, elle est entre ». Et effectivement, pour qu'il y ait parole, il faut qu'il y ait un et un autre. Un autre, c'est-à-dire ce qui n'est pas moi, ce qui est différent de moi. Donc oui, c'est ça qui est important de revisiter. Il faut qu'on en prenne conscience qu'on ne peut parler, c'est-à-dire que l'idée même de conflit irréductible n'est pas en soi un drame si on considère que la parole doit pouvoir circuler. Le risque, c'est d'avoir une parole monolithique qui réfute la présence et l'existence même de l'autre. Les arguments opposés, les conflits, mais même très violents, ne sont pas en soi très graves. Ce qui est grave, c'est la volonté de réduire le dialogue à une série de monologues parallèles. Effectivement, actuellement, on a un sentiment de tout le monde parle parallèlement. Il est très difficile de croiser les échanges. Et puis, il y a aussi un phénomène, c'est qu'il y a des mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Par exemple, on connaît l'exemple, on ne peut plus parler d'un balayeur, il faut parler d'un technicien de surface. On ne peut plus parler d'un nain, il faut parler d'une personne de petite taille. Enfin, il y a toute une série d'un gitan, il faut dire les gens du voyage, etc. Il y a toute une série de mots que d'une certaine façon, qui ne sont pas forcément péjoratifs d'ailleurs, mais idéologiquement, on n'a plus le droit de les utiliser. Ça, c'est quand même un appauvrissement de la langue, quelque part. C'est finalement la question de l'euphémisation. On transforme des termes que l'on peut juger désagréables, incorrects, en une sorte d'euphémisme qui est destiné à neutraliser, mais qui aussi supprime finalement toute aspérité, toute forme de différence. La directive européenne récente qui consiste à conseiller de ne plus commencer aucun discours en disant « mesdames et messieurs », parce que ce qui est d'une impolitesse totale. Commencer à parler sans dire on dit bonjour. On doit dire cher public, ou vous tous, ou merci d'être là, etc. Mais on ne dit plus mesdames et messieurs parce que cette différence genrée peut heurter les personnes transgenres et les discriminer. En quoi ça peut les... Enfin, voyez, je sais bien que vous n'êtes pas un défenseur de ça. Non, mais cela veut dire, si vous voulez, que toute forme de négatif, d'aspérité, même simplement de difficulté, au lieu de la rencontrer, de la confronter, il s'agit de l'ôter et de faire en sorte qu'un monde, d'une certaine manière lisse, confortable, rêvé sans aspérité aucune, se mette en place. Ça, c'est un pur fantasme finalement d'un monde sans aucun
aucune différence, mais sans aucun négatif non plus. Ouais. Mais en faisant disparaître le mot, vous ne faites pas forcément disparaître la chose, qui à un moment donné continue à exister et à se manifester. Non, mais il y a, à travers ce qu'on appelle dorénavant le mouvement woke, que Jean-François Brodstein, le philosophe, a décrit même comme une religion, une véritable religion. Effectivement, il y a cette tentation, ce fantasme d'une idéologisation de la langue. La langue sert à un combat politique. Or, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'il y a une biologisation des termes, si on peut dire. Effectivement, le genre, la race deviennent des marqueurs de politique. Ouais. Et donc, effectivement, il y a ce risque-là qui renforce l'annulation de tout débat possible. Alors, Monique Roger-Paul, vous parlez dans votre livre, donc, Quand la parole détruit, et vous parlez de l'individu tyran. L'individu tyran, est-ce que c'est cet individu tyran comme caractéristique de notre époque ? Alors, cette expression est une expression d'Éric Sada. Il faut lui rendre son expression. Et je pense qu'il a entièrement raison de parler d'individu tyran. Mais c'est déjà ce que j'évoquais un peu tout à l'heure. C'est cette idée d'un individu qui, finalement, se pense comme le centre de tout. Le centre du monde, le centre de sa propre attention, mais qui cache une sorte de fragilité terrible, c'est-à-dire que l'incertitude d'exister autrement que par sa parole, sa propre parole. Et effectivement, je crois que c'est une des caractéristiques de notre société contemporaine, et on se demande s'il n'est pas tyran de lui-même, d'une certaine façon. Et puis le propre du tyran, c'est de vouloir annuler l'autre ou soumettre l'autre à ses seuls caprices, ses seuls désirs, ses seuls vouloirs. Tout tourne finalement, dans tout ce qu'on est en train de dire, tout tourne autour de l'annulation de l'existence et de la place de l'autre. La parole humaine, c'est la possibilité, même si nous sommes opposés, même si nous sommes en conflit, de nous parler les uns aux autres. Si on est tout seul à parler et à imposer sa seule vérité, en n'écoutant rien d'autre, c'est une rupture finalement du monde humain dans une sorte de tyrannie solitaire. Parce que, en fait, ça n'est pas... Si vous voulez, on s'est posé la question tout au long de l'écriture de ce livre. Au fond, évidemment, on peut expliquer ça par la technique, on peut expliquer ça par la quantité de messages, on peut expliquer ça par l'anonymat, mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut interroger aussi l'évolution de ce que nous sommes nous-mêmes. Comment... Effectivement, nous nous pensons nous-mêmes en tant qu'individus et en tant que société. Et effectivement, ce qu'on a essayé de formuler, c'est cette hypothèse, au fond, d'un fantasme incroyable de grand délestage. Se délester de tout ce qui fait contrainte dans le réel, tout ce qui nous lie à une définition, tout ce qui nous attache à une identité. L'idée, c'est de se vouloir fluide, nomade, mobile. Et au fond, quoi de plus intéressant que le virtuel pour mettre ça en œuvre, avec la tentation, si vous voulez, on a vu comme une série d'emboîtages, de délestages successifs. Il y a d'abord cette idée, dans une société absolument individualiste, de façon forcenée, le désir de se délester du corps, au fond, parce que le corps, il signe notre finitude, il signe l'usure, le déclin. Donc, on se déleste du corps dans la préférence pour le à distance, le virtuel, le sans contact. Et c'est pas la pandémie qui est en jeu à ce moment-là. Et puis, se délester du corps, c'est aussi... C'est pas seulement de se délester de mon corps, c'est se délester du corps de l'autre et effectivement, de vouloir annuler l'autre, comme on vient de l'expliquer à plusieurs reprises. Mais annuler l'autre, c'est pas seulement l'autre, c'est les autres. Ça veut dire annuler l'idée même du collectif.
ce qui fait société. C'est-à-dire, on peut avoir 1000 abonnés ou 100 sur les réseaux sociaux et au fond n'être en lien avec personne réellement. Et puis après, on peut aussi se délester effectivement de sa propre responsabilité en tant que citoyen, par exemple. Alors, ça devient l'abstention. Et puis finalement, peut-être que même le fantasme ultime, c'est se délester de soi-même, de n'être plus que parole à l'infini, sans frein, pour dire le monde et avoir le sentiment d'exister sans finitude, sans limite. Alors ça, effectivement, les réseaux sociaux et l'univers numérique nous y invitent et stimulent cette propension à faire ça, puisqu'on peut parler sans exister, avec d'autres photos, avec un avatar. On peut s'être délesté de soi-même pour parler. Alors, à ce moment-là, tout est permis. Oui, et puis en se délestant de soi-même, on se déleste aussi de toute forme de responsabilité. C'est je dis ça, je dis rien, mais c'est aussi le fait que on laisse, si vous voulez, les mots filer, avec aussi une très curieuse nouvelle manière de parler liée à la technique, qui est le fait de partager, de liker, parce que là, est-ce que c'est un acte de parole? Est-ce que je dis quelque chose quand je réplique, quand je duplique, si vous voulez, un message, quand je le partage, quand je le like? Je le diffuse, je le reproduis, mais en même temps, je ne l'endosse pas complètement, après j'oublie, et toutes ces accumulations, finalement, de mots qui ne sont pas complètement assumés, qui sont reproduits mécaniquement, créent une sorte de pâte, si j'ose dire, de parole, où plus personne ne se reconnaît vraiment et où en même temps la toxicité continue à se diffuser. Et là, il y a quelque chose qui est une sorte de combinaison, d'interaction entre des changements de mentalité et de personnalité, et puis une puissance de diffusion de la technique dont il faut, je crois, s'apercevoir. Et nous n'avons pas de solution miracle, on n'a pas de recette, on n'a pas de réponse définitive qui suffirait d'appliquer, mais on a voulu finalement lancer une alerte, une mise en garde. Oui. Roger Paul Droit, Madi Cattelan, vous dites on n'a pas de réponse, etc. Mais votre livre ne se contente pas de faire la constatation de ce fait qu'on a un peu oublié la puissance de la parole. Vous donnez aussi des éléments. Heureusement, c'est un livre qui est quand même tourné vers l'avenir. Et vous avez dit tout à l'heure, Monique Cattelan, il faut revenir à l'individu, etc. Vous donnez un certain nombre de pistes pour peut-être se sortir de cet univers numérique et d'une certaine façon, j'allais dire, reprendre la main sur les mots, c'est un petit peu ça. Écoutez, tout se concentre encore et toujours, mais c'est la voie la plus aride, la plus ardue, sur le mot responsabilité. En latin, on dit respondeo. Ça veut dire, quand on parle de responsabilité, on répond de quelque chose. Hein, ça veut dire que je dois répondre de ma parole, mais plus largement de la parole en général, et en tout cas de répondre de moi-même. C'est-à-dire qu'il y a deux types de responsabilités. Dans ce cas-là, c'est tout le domaine de la responsabilité juridique qui est un domaine émergent, si on peut dire, où il y a des tentatives qui ne sont pas du tout inintéressantes de réguler les réseaux sociaux, de réguler la parole sur Internet, mais évidemment que tout ça se heurte au fait que ce sont des législations nationales, au maximum régionales. Ce sont des législations nationales sur un réseau qui est planétaire. Mondial. Donc il y a une limite à ça, mais ça ne veut pas dire que certains dorénavant n'ont pas intérêt à trouver une régulation possible. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de solution miracle, en fait, il y en a une, et ça serait un vrai miracle, effectivement, c'est que chacun reprenne en charge sa responsabilité morale.
sa responsabilité d'être humain et de savoir qu'est-ce qu'on veut finalement pour l'avenir, notamment de nos enfants. Est-ce que c'est une société comme ça, désespérément sourde, sourds les uns aux autres, ou est-ce qu'effectivement on peut commencer à repenser, à réévaluer ce super pouvoir, ce qu'on appelle le super pouvoir des êtres humains, qui est le seul super pouvoir au fond des êtres humains, c'est la parole. C'est une richesse incroyable. Elle est à la fois personnelle et impersonnelle. La parole existe avant moi, mais je la prends en route, mais elle m'appartient aussi. Elle est corporelle et psychique, elle est dans le corps, donc elle est liée aux émotions, aux affects, évidemment. C'est très complexe. Mais je crois que le premier pas, c'est de retrouver l'étonnement sur la valeur de la parole. Et justement, la question, est-ce que c'est pas qu'il faut de plus en plus savoir, et vous le dites dans votre livre, signer d'une certaine façon sa propre parole. Vous avez dit que la parole était un acte avant tout individuel ou interindividuel. Est-ce qu'il n'y a pas une façon quand même d'aller sur ces réseaux, etc., en ciblant ou en allant chercher plutôt les gens qui sont capables de s'engager personnellement sur ce qu'ils disent, plutôt que d'écouter des avatars. C'est pas si simple, mais c'est peut-être ça la voie. La voie, c'est aussi de ne pas oublier que les mots ont des conséquences, que c'est pas simplement comme ça en passant pour rire et sans aucune suite que l'on dit n'importe quoi. Je crois que simplement, si l'on... Oui, mais est-ce que ça, oui. Il faut aussi que ce soit doublé par l'engagement d'une responsabilité, parce que je peux être à titre personnel, enfin pas moi, mais disons je en général, on peut être à titre personnel conscient du fait que dire des choses, etc., ça peut entraîner des conséquences. Et puis quand on est dans un contexte d'anonymat, se comporter de façon complètement différente, en disant de toute façon on ne viendra pas me chercher, puisque je n'existe pas ou je suis caché. Là, c'est toute la question de savoir si on doit condamner l'anonymat ou pas. Est-ce que ça résoudrait complètement le problème? Non, parce que l'anonymat est aussi une forme de liberté qu'on s'accorde. Comment dire? C'est plutôt, en termes d'éducation, hein, le mot-clé de tout ça, c'est quand même le mot éducation, école. Comment, finalement, apprendre aux nouvelles générations qui ont leur avenir complètement lié à ces techniques qui révolutionnent nos vies, d'une certaine façon, à comment apprendre à réguler sa propre parole. Enfin, moi, j'imagine des cours d'éducation à comment se parler. Est-ce que c'est à l'école de le faire ou c'est pas plutôt dans les familles À nous tous, mais à l'école, à la famille, oui. C'est partout. La première chose quand même que l'on apprend à l'école, c'est d'attendre son tour de parole, de ne pas parler en même temps que les autres, de ne pas forcément les interrompre, de savoir que les autres parlent aussi et qu'on n'est pas tout seul à avoir quelque chose à dire. Donc ces règles de base, d'une certaine manière, il faudrait que chacun, avant de lancer son tweet ou de taper quoi que ce soit sur son smartphone, y repense une seconde. Voilà, c'est-à-dire on n'est pas obligé de parler tout le temps, on n'est pas obligé d'avoir des avis sur tout, on n'est pas obligé d'en remettre une couche quand il y a des injures ou des invectives, voilà. Et... En d'autres termes, comment exister autrement que seulement par la parole? Bien sûr qu'il faut qu'on existe aussi par la parole, mais le silence est une option, parfois. Et est-ce qu'une vie... Oui, le silence fait peur. Le silence fait peur. Regardez, on ne peut pas rentrer dans un endroit maintenant sans qu'il y ait de la musique, etc. Quand on demande à ce qu'on arrête la musique, ils disent « Ah !» Ils ont peur du silence. Oui, mais c'est cet oubli de soi qui est en question dans la parole. On s'oublie soi-même à travers une... On devient ivre de la parole. En fait, il faudrait une plus grande, on peut dire, sobriété. Ça serait déjà bien. Roger-Paul Droit, Monique Hatton, est-ce que vous allez continuer ce travail que vous faites sur ces aspects de notre monde, enfin à la fois de la parole en général et du monde contemporain et de tous ces délires, parce que vous avez un champ, de réflexion, d'écriture énorme.
C'est notre 4e livre. Ensemble, oui. Je ne l'ai pas dit, mais vous avez écrit au moins une 30aine de livres, j'ai pas beaucoup plus. Et Monique Atlan, vous aussi. Mais le dénominateur commun des livres que nous faisons ensemble, Monique Atlan et moi, ce serait finalement peut-être de prendre les traits de l'humain dans son actualité contemporaine et d'essayer de comprendre, en donnant un peu de profondeur de champ historique et philosophique, comment les choses évolue de ce côté. C'est comme ça on s'est occupé des révolutions technologiques, de la question de l'espoir, de la question des limites, aujourd'hui de la question de la parole. Et voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce que devient l'humain. Le visage de l'humain au XXIe siècle. Bah, écoutez, continuez. Monique Atlan, Roger-Paul Droit, continuez à nous éclairer sur tous ces aspects. Merci beaucoup d'être venu à Pile-Poule aujourd'hui et à très bientôt. À bientôt. C'était Pile-Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.